Salut tout le monde, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif et journaliste santé. Bienvenue dans mon podcast Long Live, le podcast de la longévité pour faire équipe avec son corps et faire les bons choix au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. On reçoit le docteur Christelle Kounchou qui est médecin réanimateur et somnologue ou aussi appelé médecin du sommeil. J'ai beaucoup aimé qu'elle nous parle de l'importance absolue du sommeil dans la vie et la santé des êtres humains, mais sans en faire un facteur d'anxiété absolue qui nous rend complètement malades de stress. Donc c'est tout cet équilibre, cette balance à trouver qu'elle va nous expliquer de façon souriante et bienveillante. On enregistre dans les locaux de Wojo Saint-Lazare où nous avons nos habitudes, un espace de coworking très agréable en plein centre de Paris. Avant de démarrer cette interview, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires, de remarques, de suggestions dans YouTube, mais aussi dans toutes les applis d'écoute de podcast. Nous lisons tous vos messages et très prochainement, une nouvelle rubrique réponse à vos questions va voir le jour ici dans le podcast Long Live. Donc, donnez-nous plein d'éléments auxquels répondre. Allez, je vous retrouve à la fin. Merci beaucoup, Dr Kounchou, de venir répondre à mes questions sur le sommeil. Donc, vous êtes médecin anesthésiste réa et somnologue ou médecin du sommeil. C'est quoi la différence ? Merci Lucille de m'avoir invitée. C'est pareil en fait. Certains disent somnologue, d'autres disent médecin du sommeil. Vous prenez ce que vous voulez. Ok, très bien. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est donc sur Instagram, tu as une façon hyper fun et décomplexée de parler du sommeil. Donc, tu parles beaucoup du sommeil des enfants, du côté, de désacraliser un peu le sommeil. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand tu fais tes petites danses là sur Instagram. Et pour toi, c'était volontaire de parler du sommeil de façon un peu comme ça, fun et rigolote. Oui, parce que la médecine préventive prend de plus en plus de place et on va peut-être en parler pendant l'interview. Et tout le but de la médecine préventive, c'est de rentrer dans la vie des gens au quotidien. Et c'est pas en donnant des cours magistraux qu'on va avoir des messages clés. Donc, c'est vrai que faire des vidéos humoristiques, et puis je me considère comme quelqu'un de très drôle, faire des petites vidéos humoristiques, pour moi, c'est une façon d'ancrer ces messages-là dans le quotidien. Ok. Et donc, première question, est-ce que vous dormez bien, docteur Kounchou ? Oui, je dors bien, j'ai beaucoup de chance. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu un sommeil qui a été assez compliqué, notamment pendant mes études de médecine et quand mes enfants étaient en très bas âge. Et ça s'est amélioré progressivement. Et je dois dire que quand j'ai fait ma formation de médecine du sommeil, j'ai appris tellement de choses et j'ai pu mettre en place des choses qui m'ont aidé à vraiment beaucoup améliorer mon sommeil. Après, j'ai toujours parfois des nuits un petit peu compliquées, des périodes de stress. Mais ce que j'ai aussi appris pendant cette formation, c'est que parfois, on ne dort pas très bien. Et c'est pas très grave. Le plus important, c'est de pas se focaliser dessus. Ok. Au tout début, vous dites c'est de la chance. C'est de la chance de bien dormir. Est-ce qu'on est bon dormeur ou est-ce que c'est comme tout, une sorte de discipline, travail ou... Alors déjà, on est fait pour dormir. C'est-à-dire que le sommeil, c'est vital. Il n'y a pas de vie sans sommeil. Et d'ailleurs, il y a des maladies qui sont mortelles pour des gens qui, en fait, pour qui les cellules qui vont réguler le sommeil se détruisent et ces personnes-là meurent. Donc, le sommeil est vital. Donc, nous dormons pour vivre, nous vivons pour dormir. Ok. Et donc, on est avec le sommeil. Maintenant, il y a plusieurs choses qui vont dysréguler notre sommeil à tous les stades de la vie, malheureusement. Et c'est des choses qui peuvent se cumuler. C'est-à-dire qu'un sommeil qui n'a pas été terrible dans la petite enfance, qui à l'adolescence ne va pas s'améliorer, ou bien pendant les études, ou avec les enfants en bas âge, etc. Et ça fait que tout au long de la vie, le sommeil, c'est un équilibre précaire. Et malheureusement, les effets négatifs peuvent se cumuler, mais ça veut aussi dire qu'à chaque moment, même quand on avait un bon sommeil, il peut être déstabilisé, que ce soit par des événements de vie, par des maladies, voilà. Et on est tous égaux face à ces soucis de sommeil. Par exemple, il y a des gens qui vont dire à moi rien de matin, je dors quoi qu'il arrive.
Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont de la chance, entre guillemets, d'être pas vraiment atteints de trucs graves? Est-ce que tout le monde est un peu égal face à la disruption du sommeil? Alors, pas tout à fait, parce que, heureusement, on n'est pas tous pareils, on se ressemble pas tous, on n'a pas tous les mêmes caractères. Il y a des gens qui vont être naturellement plus anxieux et ça, c'est vrai que l'anxiété, c'est quand même quelque chose qui va beaucoup, déstructurer le sommeil. Mais en dehors de ça, je dois dire qu'on est quand même tous faits pour dormir. OK, très bien. Alors, on va parler un peu de tous les âges parce que finalement, voilà, comme vous me dites, à tous les âges, on peut avoir des sommeils, dysrégulés ou mal réglés. Hem, Quel est le moment de vie où il y a le plus de problèmes de sommeil? Est-ce que ça existe, cette Alors, donnée? Cette donnée-là, elle n'existe pas. Ce que je peux dire par contre, c'est que, dans notre société en 2026 maintenant, on constate qu'à tous les âges, il y a un manque de sommeil. C'est presque, une épidémie. Il y a une épidémie d'insomnie et qui va toucher tous les âges pour des raisons, diverses. C'est-à-dire que, bon, les tout petits bébés, ça, c'est un petit peu différent parce que quand même, ils ont des rythmes, qui restent, réglés. C'est très dépendant des parents. Mais dès 3 ans, on va constater des différences de quantité de sommeil chez les enfants. Ça va beaucoup être dû notamment à l'exposition aux écrans, à tout ce qui va être autour de l'organisation familiale sur le sommeil. Ça va durer pendant toute l'enfance avec des écarts qui vont se creuser entre les enfants en fonction de leur rythme scolaire, des écrans, des règles qu'il y a à la maison. À l'adolescence, c'est pareil. Là, on a aussi une grosse disruption du sommeil avec des écarts qui sont très importants, mais sachant que quand même, globalement, la plupart des adolescents manquent de sommeil aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'ils commencent l'école trop tôt, en tout cas en France. Ensuite, à l'âge adulte, les femmes vont clairement moins bien dormir que les hommes parce qu'il y a toute la vie hormonale, les changements de sommeil pendant les cycles menstruels, les grossesses, le fait de s'occuper des enfants en bas âge, parce que encore aujourd'hui, c'est presque dans 90% des cas, ce sont les femmes qui se lèvent la nuit pour s'occuper des enfants. Et puis, le sommeil des femmes continue à être dysrégulé quand va arriver la périménopause, puis la ménopause. Il y a tout ce qui est le travail posté, les événements de vie douloureux, les deuils, les maladies, etc. Voilà, donc je dirais qu'il y a un manque de sommeil qui est chronique. Il a l'air d'être encore plus marqué chez les femmes, surtout parce que le manque de sommeil chez les femmes, ça ne ressemble pas tout à fait au manque de sommeil chez les hommes. Et donc, les signes qu'on va rechercher, eh bien, c'est pas forcément les mêmes. Et par exemple, vous voyez, l'irritabilité. Le manque de sommeil, un signe fort, c'est l'irritabilité. Chez un homme irritable, on va aller chercher le manque de sommeil. Et malheureusement, chez une femme, on va plutôt se dire, est-ce que c'est pas son caractère? Est-ce qu'elle est pas comme ça? Enfin, on va y mettre une chape de misogynie qui va nous faire prendre du retard sur le diagnostic aussi. En tout cas, on va moins se poser la question rapidement. Alors, je parle l'avocat du diable, mais est-ce que c'est de la misogynie ou juste une sorte de culture, un peu de méconnaissance du caractère féminin en se disant... Eh ben oui, mais alors cette culture est due à la misogynie. C'est-à-dire que si on n'étudie pas, on ne sait pas. Et avant, on ne s'y intéressait pas parce que ce n'était pas si important que ça. Donc l'irritabilité chez une femme, le manque de patience, l'énervement, Oui, clairement, ça, c'est des choses c'est le qui manque de peuvent sommeil. être clairement du manque de sommeil. Et la preuve, c'est que quand on traite le sommeil, souvent, eh bien, les femmes se sentent moins irritables, même pendant leurs règles. Vous voyez, oh, mais c'est parce qu'elle a ses règles. Non, c'est peut-être pas parce qu'elle a ses règles, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas bien dormi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, si on le comprend, d'irritabilité à cause du manque de sommeil? En fait, il se passe quoi? Alors, en fait, la nuit, il se passe plein de choses. Et la nuit, le sommeil, c'est pas quelque chose d'uniquement passif. Le cerveau, il travaille pendant la nuit. D'une part, il va se nettoyer en quelque sorte. C'est-à-dire que pendant la nuit, on va éliminer une substance qui s'appelle la substance amyloïde, qui est un déchet produit par le fonctionnement du cerveau. La substance amyloïde. Et c'est particulièrement intéressant à savoir parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, le diagnostic il se fait parce qu'on va trouver des plaques amyloïdes. Donc, le lien, il n'est pas encore tout à fait direct de cause à effet. Là, c'est des études sur des rats, etc. Mais on se dit quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, pendant les phases de sommeil, il y a toute une phase de sommeil où on va quand même intégrer les émotions. Par exemple, pendant le rêve, on dit qu'on va revivre d'une façon ou d'une autre les émotions qu'on a eues dans la journée ou dans les jours précédents et qu'on va apprendre un comportement par rapport à ces émotions-là.
Et donc, quand on manque de sommeil, quand on manque par exemple de sommeil paradoxal, on peut penser que ça ne va pas nous aider à mieux régler ces émotions-là. Pendant la nuit aussi, on va remettre à zéro nos hormones, notamment le cortisol qui est l'hormone du stress. Une bonne nuit de sommeil, normalement, on fait redescendre le taux de cortisol. Donc, on va se sentir moins irritable, la fréquence cardiaque va moins augmenter, on va avoir moins de pulsions sucrées, moins de sueur, etc. Et donc, quand on ne dort pas bien, eh bien, on va toujours rester à un niveau de cortisol qui sera pas tout à fait aussi bas. On part le matin avec déjà une charge de cortisol qui n'est pas celle qu'on devrait avoir. Et c'est ça qui provoque l'irritabilité. Alors, c'est pas que ça. La faim, l'impatience. Voilà, c'est ça. Mais c'est très multifactoriel, mais on voit bien que tous ces mécanismes-là, ils sont liés à non seulement l'irritabilité et la manifestation de l'irritabilité. Vous voyez, que ce soit les crises d'angoisse, le fait de faire de la tachycardie, l'hypertension, etc. C'est autant de mécanismes qui vont se réguler pendant la nuit. Et donc, quand on n'a pas entre 7 et 9 heures de sommeil pour les adultes, eh bien, on peut légitimement penser qu'on ne repart pas de zéro, on ne part pas frais et dispo, et se rajoute le stress de la vraie vie. Mais 7 et 9 heures, 7 heures, bon, mais 9 heures, c'est énorme. Alors, mais c'est parce qu'on est tous différents, encore une fois. Donc, il y a des profils. Il y a des gens qui sont plutôt des courts dormeurs, qui vont avoir besoin, à l'âge adulte, plutôt de 7 heures de sommeil. Il faut savoir que c'est très rare, les gens qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil. En réalité, eux, ils sont en dette de sommeil. Il y a moins de 5% de la population qui a besoin de moins de 6 heures. Okay. Et ensuite, il y a les grands dormeurs qui vont avoir besoin jusqu'à 9 heures de sommeil. Après 11 heures de sommeil, on va plutôt parler d'hypersomnie. Donc là, ça devient plus tout à fait normal. Ok, très bien. Et comment est-ce qu'on sait, en fait, si on a assez dormi, bien dormi? Parce que finalement, c'est très rare qu'on soit exactement dans le rythme qu'on veut. En fait, moi, pour me prendre pour exemple, mais comme je suis maman de 2 enfants, même si je suis en vacances, j'ai quand même mes enfants, donc on fait quand même des activités. Puis en plus, j'ai mon conjoint, donc peut-être que mon conjoint, lui, il va se réveiller plus tôt que moi, donc ça me réveille. Et puis, les enfants vont vouloir faire un truc le soir tard, donc je vais me coucher un peu plus tard. C'est hyper rare, en fait. Comment est-ce qu'on peut savoir quel est vraiment notre rythme de sommeil qui nous convient? Alors déjà, la première question, c'est comment je me sens le matin au réveil. Quand on a bien dormi, on est censé se réveiller tranquillement, pas d'un coup, et plutôt de bonne humeur, entre guillemets, en tout cas plutôt prêt à commencer sa journée. Quand on a du mal à émerger, quand il nous faut 1 heure, 2 heures sans qu'il faille nous parler le matin, quand on a du mal à sortir du lit, etc., c'est probablement que cette heure de réveil-là, soit on n'est pas dans notre rythme, soit on n'a pas tout à fait dormi, soit on n'a pas suffisamment dormi. Donc ça déjà, notre état au réveil, je pense que c'est un bon signal. Ensuite, il y a les signaux le soir, parce qu'en réalité, notre corps nous envoie le soir des signaux pour dire qu'il faut aller dormir. Ce truc, c'est qu'on ne les écoute pas parce qu'on est en train de faire autre chose. Mais parfois, on va avoir on va bâiller, on va avoir des petits frissons, envie de se couvrir. Ça, c'est le corps qui envoie le signal de... Il faut aller dormir, puisque pour pouvoir s'endormir, la température du corps doit baisser de 0,5 degrés. Et donc, toutes ces petites choses-là, c'est autant de signaux. Si on arrive à y être réceptif, on va aller se coucher un peu plus rapidement et peut-être qu'on va avoir une opportunité de faire une nuit un peu plus longue. Ok. J'entends, même si c'est vrai que finalement, cette espèce de sensation-là, c'est rare en tout cas, moi, je trouve que c'est rare que je la ressente. De quoi? L'espèce de petit frisson du soir, de je vais me coucher. Ça me parle pas, en fait. Ou alors, peut-être pas de bâillement. Non, mais en fait, moi, je vais bâiller, mais à 1h30 du matin. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes plutôt sur un profil couche-tard, lève-tard et que votre rythme biologique naturel, il tendrait à ce que vous vous couchiez plutôt vers minuit et que vous vous leviez peut-être plutôt vers 9 h du matin. Oui, mais voilà. ça... Mais moi, je rêve de me lever à 9 h du matin tous les matins. Mais c'est une chance. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un métier qui est en rapport avec leur rythme biologique et probablement que ce sont ceux qui vivent le mieux leur vie professionnelle. Mais en dehors de ça, effectivement, on va se muscler le cerveau, on va muscler nos habitudes, on va mettre en place des routines pour faire comprendre à notre corps que là, il va bientôt falloir aller dormir parce que demain, on va se lever tôt. Et ce qui va jouer, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'effectivement, si un jour vous vous levez à 6 h, le lendemain c'est 9 h, après c'est 10 h, après c'est 8 h, votre corps, il ne saura pas où vous en êtes. Si dans une période professionnelle, c'est-à-dire on va dire 3 mois entre 2 vacances, vous vous levez de toute façon tous les jours à 7 h, ce qui veut dire pas faire de trop grasse mat pendant le week-end, et que le soir, vous vous mettez en condition pour vous endormir tôt, votre corps, il va bien sentir que s'il reste jusqu'à 1 h du matin, là,
on manque de sommeil. On va manquer de sommeil. La pression de fatigue, la pression de sommeil, elle va être plus importante. Et donc, vous allez lutter un petit peu contre ce rythme-là, mais vous allez finir par trouver un rythme à peu près correct qui va vous permettre de dormir à peu près correct. Là, vous venez de parler de muscler son cerveau, en Oui. fait. Donc, c'est encore une fois une sorte de travail de conditionnement, d'entraînement pour avoir envie de dormir à 22h30, 23h et de pouvoir se réveiller à 7h Oui. de façon fraîche et dispo. Oui, moi je pense qu'en 2026, le sommeil, il est vraiment intentionnel parce qu'on a beaucoup de distractions et effectivement, on a aussi beaucoup de contraintes. La vie avec les enfants, le travail, etc. Donc, si on se laisse juste, entre guillemets, libre cours, même si ce n'est pas vraiment ça le libre cours, on va forcément se mettre en carence de sommeil. Donc, nous sommes obligés d'avoir quand même une action là-dessus, quelque chose de volontaire, tout arrêter, diminuer l'intensité de ce qu'on fait pour que le message de sommeil, on puisse l'entendre. Ok, donc en fait, c'est quand on parle de routine de sommeil. Oui, mais c'est une routine de vie parce qu'on ne peut pas dormir. Enfin, nous sommes faits pour dormir, mais nous sommes aussi faits pour nous activer. Et donc, une des choses qui parfois nous empêche de dormir, c'est qu'on n'a pas été assez actif dans la journée. On a besoin de créer de la fatigue. Parce que c'est la fatigue qu'on va créer. On n'est pas assez fatigué en vrai. Exactement. C'est la fatigue qu'on va créer qui va s'accumuler comme dans un petit bol là. Toute la journée, on va consommer de l'énergie et le produit de dégradation de cette énergie-là, elle va se mettre dans un petit bol. Et à un moment, quand ce bol va déborder, on va envoyer des signaux de sommeil. Mais en fait, si le bol déborde jamais parce qu'on ne s'est pas assez activé, vous pourrez vous mettre dans le noir avec de la lumière rouge en écoutant des chants d'oiseaux. Ça va être très compliqué de vous endormir. D'accord, donc il faut qu'on ait de la fatigue accumulée parce qu'en plus, on a fait un podcast il y a quelques semaines sur l'alimentation anti-inflammatoire et donc notre expert, là, Wilfried, nous disait que, en fait, d'être un peu inflammé tout le temps, ça fait qu'on est tout le temps fatigué. Et donc finalement, on se sent tout le temps fatigué, mais on n'a pas vraiment sommeil. Exactement, parce qu'il y a la fatigue ressentie. La fatigue dont je vous parle, c'est vraiment la fatigue de la dépense physique. L'ATP, c'est la molécule de l'énergie. Donc, c'est la fatigue qui est produite par le mouvement. Parce que l'énergie de base, juste parce qu'on a fait travailler notre cerveau, c'est pas ça qui va remplir notre bol. C'est le fait d'avoir... Ça nous stresse, mais ça nous fatigue pas physiquement. En fait, il faut de la fatigue physique. Marcher, exact. Il faut aussi créer de la fatigue physique pour pouvoir s'endormir rapidement. D'accord, ok. Donc, le lien avec le sport est évident, là. Le lien avec le sport physique. Et surtout, le mode de vie actif. Encore plus que le sport, c'est vraiment le fait de se dépenser dans la journée, tout au long de la journée. Ok. Donc, debout, marcher, exactement, prendre les escaliers, être actif. Voilà. Ok, très bien. Hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on parle finalement du sommeil peut-être au fil des âges. Donc, la majorité des auditeurs ont à peu près mon âge, donc entre 30 et 50 ans, disons. Et là, donc, les femmes, très souvent, se plaignent de problèmes de sommeil. Oui. Est-ce que c'est grave ou pas ? À quel moment est-ce que c'est grave, entre guillemets, de mal dormir ? Je pose cette question parce que, personnellement, j'ai eu aussi des capteurs de sommeil, des montres, des sous-matelas de capteurs de sommeil. Et parfois, je trouvais que de m'angoisser encore plus sur ma qualité de sommeil, sur mes nombres d'heures de sommeil et tout, ça me provoquait finalement encore plus de problèmes de sommeil en me disant j'espère que je vais bien dormir. Voilà. Eh bien, elle est hyper pertinente cette question. Est-ce que c'est grave de dormir ou pas ? Oui, c'est important de se préoccuper de son sommeil. Après, j'en reviens à ce que j'ai dit au début. Si nous sommes vivants, c'est que nous dormons. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à notre corps. Il nous donne notre sommeil. Alors, peut-être pas en quantité suffisante, peut-être pas en qualité suffisante, mais le sommeil, c'est vital. Et donc, par exemple, les patients qui viennent en me disant « mais moi, je suis insomniaque, ça fait 20 ans que je dors pas », vous n'êtes pas insomniaque, vous souffrez d'insomnie, mais vous n'êtes pas votre maladie, vous n'êtes pas votre symptôme. Et donc, oui, c'est grave, c'est une préoccupation, il faut s'en occuper, mais il faut aussi s'en détacher parce que souvent, les gens qui sont très stressés par leur sommeil, c'est aussi des gens qui font plein de choses, qui ont une vie familiale, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leurs parents, parfois de leurs conjoints, qui ont un travail. Enfin, en fait, votre sommeil, même s'il n'est pas de qualité optimale, il vous empêche de rien faire dans la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait vous enlever du stress parce que toute une partie du problème quand on fait de l'insomnie, c'est que la nuit, on se dit « Ah, mais là, voilà, il est 3 heures, je dors pas, ça va pas parce que dans 2 heures, il faut que je me réveille et puis il faut que je tienne toute la journée et puis ça va pas aller et puis ci et puis ça. » Mais en réalité, tout ce que vous aviez à faire dans la journée,
vous le faites. Trouvez-moi une personne entre guillemets insomniaque qui vous dit j'ai pas fait ça parce que je dors pas. C'est pas du tout ce profil-là. Généralement, les gens qui souffrent d'insomnie sont plutôt des gens qui réalisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il faut enlever cette part de stress qui est due à la performance sur le sommeil, parce que la performance de votre vie, entre guillemets, vous l'avez déjà. Maintenant, est-ce qu'il faut essayer d'améliorer son sommeil ? Juste pour revenir, c'est intéressant ça, c'est qu'en gros, si on dort pas bien, c'est pas ça qui va nous empêcher de bien gérer notre journée, donc faut pas s'angoisser de mal dormir, parce qu'au pire c'est pas grave, et plus on s'angoisse, moins on dort. Exactement. C'est parce que c'est un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que plus vous allez penser à votre sommeil, moins vous allez dormir. Une personne qui n'est pas insomniaque, qui n'a pas de problème de sommeil, elle a parfois, comme je vous disais, des mauvaises nuits, c'est la pleine lune, elle n'a pas dormi, etc. Mais ce n'est pas un sujet. Il ne vous parlera jamais de son sommeil. Les gens qui parlent de leur sommeil, c'est parce qu'il y a une hyper-focalisation de leur attention dessus. Okay. Et parfois, ce qui leur arrive, ils vont l'attribuer à leur sommeil. Ah oui, j'ai raté cet entretien-là, mais c'est aussi parce que moi, je ne dors pas très bien, etc. Alors qu'en réalité, peut-être que cet entretien-là, ils l'ont raté, mais il y a plein d'autres choses dans leur journée qu'ils ont réussi. Et donc, quand on va mettre un spectre négatif sur tous les aspects, en tout cas sur beaucoup d'aspects de notre vie, eh bien, on ne va pas améliorer notre état de stress. Et on l'a dit tout à l'heure, le stress, malheureusement, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de nous endormir. Enfin, c'est à tous les niveaux, c'est quelque chose qui va être très contre-productif. Mais en fait, c'est terrible parce que donc, le sommeil, c'est hyper important, mais il faut... Donc, en ce moment, on en parle beaucoup, mais en fait, il ne faut pas trop en parler et s'en soucier. Détacher. Parce qu'en réalité, plus on s'en soucie, et pire c'est. C'est ça. Et c'est pour ça que quand vous avez dit hygiène de sommeil, moi, j'ai dit hygiène de vie. Parce que ça fait partie de tout ce qu'on doit faire dans la journée. Il ne faut pas se dire, voilà, moi, j'arrête de faire ça parce qu'il faut que ce soir, je m'endorme à 22h, etc. Non, j'arrête parce qu'en réalité, à 22h, c'est la fin de la journée. Je suis réveillée depuis 8h et nous sommes faits pour, à un moment, diminuer ce qu'on fait. Voilà. Ok, hyper intéressant. Ok. Donc, revenons donc ça aux femmes de 30 à 50 ans. Donc, cette espèce de stress complet. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux dormir? Donc, cette routine de vie. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement à cet âge-là qui empêchent de bien dormir, sur lesquelles il faudrait pointer du doigt? Oui. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait pour mieux dormir? Quand le sommeil devient une préoccupation, on en parle à son médecin. Parce que là, je parle beaucoup de l'insomnie, du stress, mais il y a aussi des causes somatiques au manque de sommeil. Et chez les femmes, je vais parler par exemple de quelque chose qui atteint au moins 20% des femmes, c'est l'anémie. L'anémie, elle va créer une fatigue chronique, elle va entraîner de la fatigue et elle peut dysréguler le sommeil. Il y a des gens, on les supplémente en fer, simplement ça, ils améliorent leur sommeil après, parce qu'ils sont moins stressés, parce qu'ils sont plus en forme, etc. Donc, il faut en parler au médecin pour déjà éliminer les causes médicales au manque de sommeil. Ensuite, effectivement, il faut essayer de mettre en place une routine de vie qui va tendre à l'apaisement le soir, à la dépense physique dans la journée, un équilibre. Et puis, si ça continue à pas aller, effectivement, il va falloir peut-être consulter de façon un peu plus précise là-dessus. Mais donc, il faut aller voir son médecin pour parler que de ça. Oui, c'est un motif de consultation. Parce que souvent, on n'a pas envie d'aller voir son médecin pour parler de ses insomnies parce qu'on a peur qu'il nous donne des médicaments pour dormir, qu'on a déjà essayé, peut-être qu'on n'a pas trop aimé la sensation. On a peur d'être mis sous antidépresseurs. C'est pas forcément évident d'aller voir son médecin pour parler que d'insomnie. On va peut-être lui en parler à la fin de la consulte vite fait en disant « en fait, je dors pas ». Oui, c'est vrai. Et la peur du médicament pour le sommeil, elle est légitime parce que c'est vrai que les traitements qu'on donne pour le sommeil, ils ne devraient pas être donnés sur des longues périodes. C'est des médicaments qui marchent très bien pour passer certains caps. Il y a des moments de vie où vraiment on peut avoir besoin de ces médicaments-là, mais ça s'entend sur quelques jours, au maximum quelques semaines. Et quand ces médicaments deviennent pris chroniquement, il y a une habituation, une dépendance et qu'on va vraiment essayer d'éviter. Mais toutes les consultations qui parlent de sommeil ne se terminent pas par un traitement, par une prescription de médicaments. Au contraire, notre travail en tant que médecin, c'est aussi la prévention. Et ça, c'est vraiment, je pense, la médecine
la médecine d'aujourd'hui et celle de demain, on est là pour écouter les gens, essayer de leur expliquer comment fonctionne leur sommeil et les aider à trouver des solutions qui vont marcher pour eux. Des modes de vie, des petits changements dans leur mode de vie qui peuvent parfois leur apporter de grands bénéfices. Donc pour moi, oui, c'est un motif de consultation à tous les âges. Et dès que ça devient une préoccupation pour vous, c'est-à-dire que quand vous commencez à penser en journée à votre sommeil, c'est déjà que c'est pas normal. Parce que, comme je disais, quelqu'un qui dort bien, il a parfois des mauvaises nuits, mais il ne va jamais penser ni parler de son sommeil. C'est normal. Et donc, quand vous commencez à y penser, à en parler, à stresser par rapport à ça, eh bien oui, consultez. D'accord. Et donc là, le traitement, c'est la thérapie cognitive comportementale, obligatoirement? Non. Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est le traitement de référence pour l'insomnie. L'insomnie, c'est quand même une pathologie qui a une définition, c'est-à-dire un sommeil qui va être de quantité insuffisante, plus de 3 fois par semaine et pendant plus de 3 mois. Mais vous voyez, en dehors de ça, il y a d'autres façons de mal dormir. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qu'on va proposer de référence pour les patients, effectivement, qui souffrent d'insomnie chronique. C'est des thérapies qui sont assez exigeantes parce qu'on va demander aux patients de mettre plusieurs choses en place, que ce soit autour de leurs habitudes pendant la nuit, notamment quand ils se réveillent, leurs habitudes de coucher, leurs habitudes de lever, etc. Mais ça marche très, très bien. Et effectivement, la plupart du temps, il n'y a pas de médicaments. Mais en dehors de ça, je pense que il faut essayer de ne pas arriver à l'insomnie chronique. Et quand on voit les gens avant et que simplement, déjà le fait d'avoir une demi-heure pour parler de son sommeil avec le médecin, on va diminuer la charge de stress parce qu'on va vous écouter. Donc, et puis souvent, quand on demande aux gens pourquoi ils ne dorment pas, ils le savent beaucoup. Et donc, on va écouter ce motif-là. Ça va vous faire sortir la charge émotionnelle là-dessus et on va essayer de trouver ensemble des solutions. OK. Et là, est-ce qu'on peut parler de la mélatonine? Parce que c'est un peu le complément alimentaire très à la mode en ce moment, la mélatonine, en gélise, sous la langue. Est-ce que c'est une solution? Alors, la mélatonine, elle peut faire partie de la solution. Il faut savoir que notre cerveau produit de la mélatonine. Donc, en réalité, on n'est pas... Quoi qu'il arrive, peu importe notre état, tout le monde est capable de fabriquer de la mélatonine. Exactement. Si nous sommes vivants et que nous arrivons à dormir, c'est que tant que nous arrivons à réfléchir, tant que nous avons un cerveau, nous avons une production de mélatonine. D'accord. La mélatonine ne fait pas dormir. Elle va envoyer à notre corps le signal qu'il va falloir aller se coucher. C'est-à-dire qu'elle va favoriser le fait que la température du corps diminue. Elle va favoriser le fait que la fréquence cardiaque diminue. Elle va favoriser tous ces petits signaux qui, les uns mis bout à bout, vont faire qu'on va se dire « Ok, je vais aller me coucher ». Mais la mélatonine, je la vois un petit peu comme quand on est à la gare et qu'on attend un train. Le train, c'est le sommeil. Eh bien, en fait, si vous n'êtes pas sur le quai pour prendre ce train-là, on pourra vous donner toute la mélatonine du monde. Si vous êtes à la gare et pas sur le quai, le train va passer, vous ne le prendrez pas. Ok, hyper beau comme image. Elle s'entend vraiment dans quelque chose de comportemental. Il faut vraiment changer ses habitudes du soir pour être prêt à aller dormir. Ok, hyper intéressant. Donc, les femmes de ces âges-là, est-ce que l'insomnie d'endormissement, c'est la même chose que le réveil nocturne ou que le réveil trop tôt avant? Est-ce que c'est toujours la même chose, le même problème finalement qui se manifeste de formes différentes? Alors souvent, les personnes ont un profil d'insomnie. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont plutôt du mal à s'endormir, il y en a qui ont des réveils nocturnes et il y en a qui se lèvent trop tôt. Bon, ceux qui se lèvent trop tôt, parfois, il faut se poser la question, est-ce que tout simplement, ils ne sont pas d'une part des plutôt couche-tôt, lève-tôt, et ils se couchent un peu trop tard, ou bien des courts dormeurs. Maintenant, quand on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'endormir, on dit souvent que ça va plutôt être la dépression. Ça peut causer des insomnies d'endormissement. Mais ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous endormir que vous êtes en dépression. Quand on a des réveils nocturnes, on va dire que c'est plutôt l'anxiété, l'hypervigilance. Parce qu'en réalité, pendant la nuit, on enchaîne les cycles de sommeil. Tout le monde se réveille pendant la nuit. Même ceux qui dorment 10 heures d'affilée, en réalité, les cycles de sommeil durent entre 60 et 90 minutes. Et entre chaque cycle de sommeil, il y a une phase d'éveil qui va durer 5 à 10 minutes. Une phase dont on n'est pas conscient parce qu'on n'est pas tout à fait réveillé. Les gens qui vont avoir une tendance à l'hypervigilance, quand ils vont finir, on va dire souvent les 2 premiers cycles de sommeil, ceux qui sont vraiment réparateurs, qui permettent de vivre, eh bien là, ils vont finir un cycle de sommeil et l'hypervigilance va prendre le dessus et ils vont basculer sur de l'éveil. Et ce qui se passe en réalité, c'est que là, ils vont rater le train de sommeil suivant.
Et ce qu'ils vont faire pendant la nuit va déterminer leur capacité à prendre ou non pas le train qu'ils viennent de rater, mais celui d'encore après. Parce qu'en réalité, quand vous avez raté ce train-là, il est très peu probable que vous vous rendormiez. Mais par contre, si vous commencez à cogiter, à penser à votre journée, à machin, donc vous allez commencer à stresser, il est très probable que le train suivant qui arrive 45 à 60 minutes après, vous le ratiez aussi. Et c'est pour ça qu'une des bases de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est de dire aux gens, quand vous vous réveillez pendant la nuit et que vous n'arrivez pas à vous rendormir, il faut vous lever et vous occuper. Il faut vous distraire. Parce que la probabilité que vous vous endormiez si vous n'êtes pas en train de penser à votre sommeil, elle est plus importante que vous êtes en train de penser à votre sommeil et à la journée que vous allez passer. Donc, on est réveillé à 3h du matin, on cogite, le boulot, Ouais. on se lève, il fait froid. Ouais, il fait très froid. On se lève, là, on se met son pyjama, ses chaussons, discrètement, on sort de la chambre. Oui, et on se met dans le canapé. On va à quoi lire? Alors, ça dépend, parce que les gens qui aiment beaucoup lire, en fait, ils vont... oui, ça te remet dans un roman d'action. Voilà. Ouais. Moi, je conseille d'écouter des podcasts maintenant, des podcasts ou la radio, parce que généralement, les épisodes de podcasts vont durer 40 minutes, la plupart. Et puis, c'est quelque chose que vous allez pouvoir lâcher facilement. Vous vous mettez dans un petit plaid dans votre canapé, vous mettez votre podcast en fond, vous écoutez, mais en fait, si le sommeil revient, vous allez vous laisser vous endormir. Voilà. Et si vous sentez que ça revient, vous retournez vous coucher. Si au bout de 45 minutes, vous sentez que ça ne revient pas, là, vous êtes encore réveillé, vous enchaînez avec un deuxième épisode. OK. Et si ça revient encore pas, vous enchaînez avec un troisième. Il est très probable qu'au petit matin, vous finissiez par vous rendormir. Et là où ça va... là, c'est horrible. Mais oui. Ta vie est horrible. Mais ce qui va déterminer votre capacité à retrouver un sommeil correct les nuits suivantes, c'est que vous devez vous lever à la même heure. Il ne faut pas juste s'occuper pendant la nuit. C'est que quand on se rendort à 5 heures du matin après avoir fait une insomnie et que notre réveil sonne à 6 heures, il faut se lever. Il faut se lever et s'activer. Il ne faut pas se décaler de 5 minutes, de 15 minutes, se dire je vais me brosser les dents. Même 5 minutes de snooze. Parce que en fait, Docteur votre cerveau, c'est trop dur. Je sais, mais vous allez faire comprendre à votre cerveau que ce qui s'est passé là n'est pas tout à fait normal, que vous êtes fatigué. Déjà, il va comprendre qu'il est plus fatigué que ce qu'il devrait être. Et en fait, ces petites 15 minutes que vous vous laissez au petit matin après une insomnie, en fait, ça va créer du bruit dans votre cerveau. On a une opportunité, c'est-à-dire que la nuit, je peux dormir ou je peux pas dormir. C'est pas grave parce que le matin, je vais me rattraper. Ok. Non, le matin, je me rattrape pas. Je vais me lever à 6 heures. Et là, tu vois, on a dormi que 4 heures alors qu'on devrait dormir 8 heures. Il nous manque 4 heures de sommeil. Donc, les nuits suivantes, il va être plus à même de vous donner ce sommeil qui Alors, c'est marrant parce qu'en fait, souvent dans ce podcast, on en revient un peu au cerveau qui nous embrume la vie. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a un double cerveau, le cerveau qui décide, le cerveau qui fait un peu n'importe quoi, qui en fait qu'à sa tête. C'est quoi cette histoire? Mais c'est parce qu'en fait, on a aussi des doubles... On est aussi des personnes de contradiction. C'est-à-dire que souvent, on veut dormir et en même temps, on a passé toute la journée à travailler, on n'a pas vu nos enfants, donc on veut aussi en profiter. On a passé une très longue journée, on a aussi envie de scroller un petit peu, c'est normal. Et donc, il ne fait que reproduire ce qu'on lui donne toute la journée. On veut se reposer, mais en même temps, il faut qu'on travaille parce qu'on a envie d'atteindre tel ou tel objectif. Et je pense que... Alors, je ne suis pas neuropsychologue, mais je pense que ce n'est que le reflet de ça. C'est-à-dire que souvent, on veut deux choses en même temps. Ok. Est-ce que les hommes de 30-50 ans ont les mêmes problèmes de sommeil que les femmes? Non. Alors, dans ces âges-là, souvent, non. Les hommes qui ont un sommeil de mauvaise qualité, à ces âges-là, ça va beaucoup être les apnées du sommeil quand même. Plus que chez la femme. Oui. Okay. Les femmes vont rattraper les hommes sur les apnées du sommeil au moment de la ménopause. Parce qu'en fait, il y a un effet protecteur des oestrogènes sur la qualité de nos tissus. Et donc, on va avoir moins de gras, tout simplement, au niveau des tissus de l'arrière-gorge, là. Et donc, on va faire moins d'apnée du sommeil. On va rester plus musclé, etc. Et puis, de façon plus comportementale, ce sont des âges où les femmes s'occupent beaucoup des enfants en bas âge, etc. Donc, le sommeil, il est très fragmenté par rapport à ça. Et là, je ne dis pas quelque chose, il y a des études qui le montrent. Dans la plupart des familles, ça reste les femmes qui s'occupent des enfants quand ils ne dorment pas. Et encore plus
quand les enfants ont un mauvais sommeil. C'est-à-dire qu'un enfant qui va se réveiller dans une famille une fois de temps en temps, là, oui, on va avoir des hommes qui s'investissent là-dedans, qui vont y aller. Mais quand on a un enfant qui ne dort pas depuis 2, 3, 4 ans, eh bien, dans ces familles-là, on va trouver que dans la plupart du cas, ce sont les femmes qui s'occupent de ces enfants-là et donc qui vont avoir un sommeil très perturbé. Avant de parler des enfants, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur l'apnée du sommeil exactement? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'apnée du sommeil, c'est ce qu'on appelle un trouble obstructif du sommeil. Et pour faire très schématiquement, c'est la langue qui va chuter en arrière pendant la nuit quand le tonus va s'affaisser. La langue. Elle va recouvrir les voies, la base de la langue. Elle va recouvrir les voies respiratoires. Et donc, ça va déjà faire du bruit, les ronflements. Et puis, en fait, on va prendre de moins en moins d'air. Et comme on va prendre de moins en moins d'air, le taux d'oxygène dans le sang va diminuer. Et ça va se refléter sur la saturation. Et donc, à un moment, notre cerveau va devoir envoyer une commande de respiration puisqu'on commence à manquer d'oxygène. Et donc, notre cerveau va envoyer une commande de respiration volontaire. C'est quand on va reprendre son souffle. Et en fait, la respiration pendant la nuit, elle devrait être autonome. On ne doit pas, entre guillemets, penser au fait qu'on doit respirer. Ça fait un micro-réveil. Exactement. Okay. Et donc, quand le cerveau est obligé d'envoyer cette commande-là, il va faire des micro-éveils qui vont fragmenter le sommeil. Et donc, les personnes qui font des apnées du sommeil, c'est des gens qui, effectivement, ont tendance à dormir beaucoup. Ils vont dormir 10 heures, mais le matin, ils sont toujours fatigués parce que là, on est sur un sommeil qui n'est pas de qualité suffisante. Et comment est-ce qu'on s'en rend compte? C'est quelqu'un qui nous dit « tu ronfles beaucoup ». Alors, déjà, le ronflement, c'est le premier signe d'appel. Après, il y a la somnolence. La somnolence, c'est plus que de la fatigue. La somnolence, c'est le fait de devoir lutter contre l'endormissement. C'est le fait de devoir lutter contre les yeux qui se ferment, s'endormir en réunion. Alors, après le repas, il y a toujours un tout petit peu de somnolence, mais les gens qui vraiment s'endorment en réunion, qui s'endorment dans une conversation, qui s'endorment au cinéma, au théâtre, etc., c'est pas tout à fait normal en réalité. Et donc, c'est ce genre de signes qui doivent vous faire réagir. À noter aussi, encore une fois, que les apnées du sommeil ne se manifestent pas toujours de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Et donc, cette somnolence-là, elle peut avoir d'autres formes chez la femme. Et donc, on va en revenir à l'irritabilité. Et je le dis d'expérience parce que j'ai des patientes, surtout quand je commençais mon activité, qui venaient me voir pour une problématique d'insomnie, qui était toute mince, enfin, pas du tout le profil de la patiente qui a des apnées du sommeil. Donc, on partait sur une prise en charge insomnie. Je faisais même pas de test pour les apnées du sommeil parce que il y avait aucun signe d'appel, elle ne ronflait pas, etc. Et puis bon, finalement, notre prise en charge, ça marchait pas tant que ça. Je finis par faire un test pour rechercher les apnées du sommeil et ces patientes ont des apnées du sommeil. Okay. Mais il y avait, les signes étaient beaucoup plus frustres. Et puis parce que les femmes, elles sont moins attentives à leur baisse de vigilance. Elles vont dire que c'est la ménopause, c'est le cerveau. Oui, non, mais effectivement, je suis pas très bien concentrée, mais c'est parce que j'ai pas bien dormi, c'est parce que c'est la ménopause, etc. Et donc, elles vont être moins. Ça va être moins des signes d'alerte pour elles. Ok. Et alors justement, donc parlons-en de la ménopause, peut-être périménopause, cette période un peu de transition. Oui. Le sommeil est très impacté. Oui. Et beaucoup de femmes de plus de 60 ans parlent d'un sommeil mauvais. Oui. Très court sommeil, mal dormir. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, en fait, la ménopause, la périménopause, la ménopause, ça correspond à l'arrêt des règles. Hein. C'est ça un an d'arrêt des règles. Voilà, 1 an d'arrêt des règles, on parle de ménopause. Et ce qui se passe commence plusieurs années avant. Et en fait, on va avoir une chute des hormones protectrices féminines qui sont les oestrogènes et la progestérone. Et ces hormones-là, elles ne jouent pas que dans notre cycle menstruel. Elles vont avoir un impact sur notre cerveau, sur notre organisation cérébrale et entre autres aussi sur notre sommeil, mais elles vont aussi avoir un effet cardioprotecteur, etc. Et donc, cette chute d'hormones-là, elle peut s'observer alors que vous avez toujours des règles. Et donc, en fait, vous allez avoir des signes. Malheureusement, il n'y a pas un tableau de ménopause, il y a un faisceau de signes qui peuvent se ressembler et qui peuvent ressembler à beaucoup d'autres choses que ça. Ça peut être de la fatigue. La fatigue, ça ressemble à de la dépression, des troubles de l'humeur. C'est des femmes, elles ont leurs règles, etc. Des difficultés de concentration, etc. Et donc, c'est un peu ça qui se passe au moment de la périménopause. Et ce qui est encore plus... on va dire frustrant là-dedans, c'est qu'on n'a pas toutes la même périménopause et elle ne commence pas au même moment pour certaines. Donc, il y a des femmes qui, à 38 ans, sont déjà en périménopause, voire même déjà peut-être depuis 1 ou 2 ans. Ouais. Alors qu'elles seront ménopausées à 50 ans.
Et il y a des Donc, femmes ça peut durer entre 10 et 15 ans. Exactement, Ouais, ça c'est peut être fou. très long. Non, mais parce que ça veut dire qu'en fait, tu viens juste d'avoir ton dernier Mais oui, enfant et tu es déjà en périménopause, en fait. Enfin, la pour roue aller plus loin, tourne. tu peux même être enceinte ou tomber enceinte et être déjà en périménopause. En tout cas, être déjà sur une diminution de ces hormones-là qui peut déjà avoir des petits signes sans affecter la fertilité. Ok, hyper intéressant. Et donc là, il faut quoi? Faire des tests? Alors, Enfin, c'est pas toujours, compliqué il parce faut que en du coup, tu parler. vas voir ton médecin, tu dis que tu dors mal, il y a toute cette panoplie de traitements, mais aussi hormonal. C'est des tests sanguins, tests hormonaux? Alors, les tests hormonaux, alors je mets quand même des guillemets parce que je ne suis pas gynéco Hmm. ni endocrinologue. Donc, je garde des connaissances qui sont assez basiques sur le sujet. On se forme de plus en plus sur ça. Et ça, d'ailleurs, c'est un vrai problème, en fait, que nous, que ce soit les anesthésistes, les somnologues, les médecins généralistes, enfin, toutes les spécialités qui ne sont pas gynéco ou endocrino, on n'a pas beaucoup de connaissances parce que la santé de la femme, c'est pas un thème en soi pendant les études de médecine. Le tout, c'est déjà d'y penser quand on y pense parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, quand une femme se présente avec des symptômes qui peuvent être un petit peu variés, déjà, on va commencer par les choses les plus fréquentes, comme je vous ai dit. L'anémie, ça touche quand même au moins 20% des femmes. Si vous allez dans un bus et que vous prenez 100 femmes, il y en aura 20 qui auront de l'anémie. Donc ça, déjà, si ces 20-là, vous les supplémentez, vous allez améliorer beaucoup de leurs symptômes. Les problèmes de thyroïde, pareil. Donc, ça doit faire aussi partie d'une recherche un petit peu systématique. Mais le tout, c'est quand on y pense, eh bien, on n'oublie pas et on va finir par l'évoquer. Ok. Et donc là, les hormones, ça fait partie d'un traitement pour mieux dormir. On peut prendre des hormones. Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que l'insomnie est un argument supplémentaire en période de périménopause pour discuter l'introduction d'un traitement hormonal lié à la ménopause. Ok. Vous voyez, ça ne va pas être le traitement de l'insomnie, mais quand ça va s'inscrire dans ce faisceau-là, il y a beaucoup de femmes qui observent une franche amélioration de leur sommeil lorsqu'on les met sous traitement de ménopause. Et c'est pour ça que même nous, en tant que médecins du sommeil, c'est quelque chose qu'on doit quand même avoir en tête pour, à un moment, référer les patientes chez leur gynéco quand on n'arrive pas. Elles font les efforts qu'on leur demande par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale, elles ont réduit leurs écrans, etc. Dans ces cas-là, il ne faut pas continuer pendant des semaines et des mois sans résultat. Il faut quand même penser à les référer à d'autres spécialistes pour étudier les autres causes. Moi, je fais une aparté parce que donc, j'ai été concernée. Donc, souffrant de symptômes d'insomnie, j'ai fait la thérapie cognitive comportementale. Ça m'a énormément aidée, mais c'est revenu, j'ai refait et ça n'a rien amélioré. Et au final, au bout de plusieurs mois, on m'a proposé la progestérone et en fait, tout va mieux. Enfin, ma vie est transformée. Ouais. Et ça, enfin, je veux dire, c'est quand même pas non plus un médicament à haut risque. Non. Il y a quand même pas de gros risque de le tester. Mais Et c'est très méconnu quand même, C'est encore ça. en France en tout cas. C'est assez méconnu parce que pendant longtemps, on a la façon dont on nous a enseigné les traitements hormonaux de substitution, il y avait une peur là-dessus. On disait que ça favorisait le risque d'apparition du cancer du sein. Moi, j'ai fait mes études dans les années 2010 et on était sur l'augmentation de la prévalence du cancer du sein, notamment chez les femmes jeunes. Et donc, quand on avait cette idée-là en tête, on n'allait surtout pas prescrire de traitements qui pourraient faire augmenter le risque d'avoir un cancer du sein. En réalité, c'est des idées qui tendent à être de plus en plus débattues et voire même complètement remis en question. Question parce qu'on se rend compte que peut-être ces études-là, on les avait mal lues. Donc, je pense que dans la décennie qui vient, on va avoir un changement de mentalité par rapport au traitement hormonal substitutif et on va plus volontiers au moins se poser la question, voire le proposer, et sachant qu'on peut toujours l'arrêter. C'est-à-dire que si ça ne fait rien, on peut l'arrêter. Et est-ce que c'est trop tard à un moment donné? Non. Je pense par exemple à des personnes plus âgées, des femmes ménopausées depuis longtemps, qui dorment très mal depuis longtemps. Est-ce qu'on peut leur proposer à ce moment-là quelque chose, que ce soit hormonal ou pas? Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard? Non, il n'y a pas de moment où c'est trop tard. Le problème, on en revient à ce qu'on disait, c'est que le trouble, après, il évolue un peu pour son propre compte, comme beaucoup de troubles. C'est-à-dire que vous avez un trouble du sommeil qui est lié à une cause.
Typiquement, un événement de vie douloureux, votre sommeil se fragmente. Et puis après, vous allez faire un peu votre deuil de cet événement-là. Et le sommeil va rester de mauvaise qualité. C'est par exemple ce qu'on observe chez les gens qui sont des aidants. Ils vont aider une personne qui a des besoins, ou même les mères avec les enfants en bas âge. Elles vont avoir un sommeil fragmenté quand les enfants sont petits. Et parfois, en fait, elles ne retrouvent jamais un bon sommeil. Et le problème du sommeil de la ménopause, quand les patientes deviennent très âgées, c'est que même si c'était l'une des causes de l'apparition de l'insomnie, il y a toutes les pensées qu'on a mis autour du sommeil et toutes les habitudes parfois mauvaises, en tout cas pas de rester terribles, dans son lit, voilà, qu'on a mises autour, Ok. qui vont aussi entraîner ça. Donc, c'est toujours quelque chose à discuter, mais Il n'est ça jamais doit trop vraiment... tard pour le Non. soigner. Non, voilà. Et les petites choses qu'on peut faire pour améliorer notre mode de vie, on va avoir des bénéfices à tous les niveaux, à tous les moments. Ok. Et j'aimerais qu'on parle des enfants pour Oui. terminer. Donc, vous êtes maman de 3 enfants. Oui, Voilà. Donc, moi, j'en ai 2. Donc, à nous deux, on a 5 gosses. On a une bonne expérience. c'est ça. De 5 à 15 ans, je crois, entre nous deux. C'est ça. Alors, parfait. Donc, au tout début de l'interview, vous m'avez quand même dit que chez les tout petits, c'est le problème des parents. Alors, c'est pas le problème des parents. On n'est pas là pour... non, il faut pas... C'est comportemental. Et un enfant tout petit, il va suivre ce que fait la famille. Mais il faut déculpabiliser les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ok. Mais c'est vrai qu'avec une information de bonne qualité par rapport aux habitudes à prendre par rapport au sommeil, on peut éviter de se mettre dans certaines situations. Je prends par exemple la grossesse. Il y a une perturbation du sommeil pendant la grossesse qui est aussi physiologique. Et puis en fait, Physiologique, c'est-à-dire qui normal. est observé. Ok. Voilà, c'est normal de moins bien dormir en fin de grossesse. Ok. Les habitudes qu'on va prendre, en revanche, elles sont acquises. C'est notre comportement. Si on commence à prendre l'habitude d'ouvrir son téléphone, de faire un peu de shopping pour le bébé, de penser à des choses, c'est des trucs un peu bêtes, ou bien de se lever pour commencer à ranger, parce qu'en plus, quand on est enceinte, souvent, on a envie de faire plein de choses, on commence à ranger, etc. On va prendre l'habitude de se réveiller pendant la nuit et d'enclencher quelque chose de l'ordre de l'éveil. Et puis, notre enfant va naître et il faut savoir qu'au tout début, le bébé, il n'a pas un rythme circadien. Il a ce qu'on appelle un rythme ultradien. Donc, c'est normal qu'il se réveille au moins jusqu'à 6 mois. Il ne connaît pas le jour, la nuit. Il a son propre petit rythme à lui. Donc, le fait de ne pas faire ses nuits est normal. En revanche, ce que vous allez faire quand il ne fait pas ses nuits va changer la direction que va prendre son bébé. Parce que petit à petit, il va mettre en place son rythme circadien, c'est-à-dire basé sur la lumière, le jour, la nuit, sur à peu près 24 heures. En revanche, si vous avez pris l'habitude, par exemple, quand vous l'allaitiez à 4 heures du matin, d'allumer, de discuter, de lui faire des bisous parce que c'est votre moment à vous, eh bien, lui, quand il va avoir un rythme circadien et qu'il est censé commencer à faire ces nuits-là, il va aussi être habitué à ce petit rendez-vous-là avec sa maman. Et quel enfant voudrait renoncer à ça? Je prends l'exemple quand on reprend le travail. Voilà, on ne voit pas son enfant de la journée. Et puis la nuit, voilà, en fait, c'est un moment à tous les deux. Vous voyez, on se rattrape sur le fait qu'on a repris le travail, etc. Il est tellement on se fait des mignon, petits là, bisous, il est en pleine mignon. nuit. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose ça vous fait plaisir, mais en réalité, ça vous met tous les deux dans cette situation d'éveil pendant la nuit qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Et qu'à un moment, vous n'aurez plus envie de faire ce bisou-là, mais soit votre bébé, il en aura encore envie, parce que lui, il n'a pas besoin d'aller travailler, et vous, votre cerveau, il sera aussi habitué à se lever et à vivre à ce moment-là. Donc, en gros, c'est quand on allait, là, Ouais. une lumière plutôt très éteinte, on Exactement. Pas de somnole un veilleuse. peu. Voilà. Et C'est dès des que le petites bébé choses a comme fini de boire et de faire son rot, on au le lit. recouche. Exactement. On n'achète pas de veilleuse à un petit bébé. Les bébés, ils n'ont pas peur du noir. Pas du tout. La peur du noir apparaît vers 2 ans. Donc, la petite veilleuse dans le trousseau de naissance, non. Et ça, mais par contre, si on l'habitue à avoir une lumière bleue, vous voyez, même si c'était pas, ça fait pas partie de son rythme, ça va faire partie de sa physiologie. Donc, il y a l'acquis qui vient contrebalancer ce pourquoi nous sommes génétiquement faits.
Et après, maternelle, primaire, les enfants dorment plutôt bien. Finalement, Oui. le problème, c'est de les coucher assez tôt. Exactement. Alors, ils dorment plutôt bien quand ils arrivent à se dépenser. C'est vrai qu'on a des modes de vie qui tendent à être plus sédentaires, même pour les enfants. C'est-à-dire qu'on les dépose à l'école en voiture, là où avant, ils marchaient 10 minutes pour aller à pied. Les écrans le soir, etc. Donc, c'est vrai que c'est un moment où il faut consolider le sommeil qu'ils ont fini par acquérir en gardant des habitudes qui vont être plutôt qualitatives en termes de dépenses dans la journée, de routine du soir qui va tendre à l'apaisement. Alors après, il ne faut pas avoir des routines trop strictes. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour frapper les parents en leur disant qu'ils ne font pas bien. Mais c'est vrai que tendre au calme vers le soir, tendre à l'échange apaisé. Mais il ne faut pas dire, moi, mon enfant, il ne s'endort pas tant qu'il n'a pas lu 3 livres, parce qu'à un moment, il n'aura plus les 3 livres et il faudra pourtant qu'il dorme. Donc, ça doit rester quelque chose de souple, mais qu'on comprenne que la lumière baisse, on parle plus doucement, on n'est pas en train de faire des gros projets sur la comète, on va aller se coucher. Ok, très bien. Et donc après, l'adolescence. Oui. Donc moi, je suis confrontée là. Mon fils a 15 ans. Et vraiment, là, bon, il a une puberté un peu tardive, bon, peu importe. Mais là, il commence à sentir que les réveils sont beaucoup plus durs le matin. On sent que vraiment, il est décalé. À 22h30, il crève de faim, il redescend, il a faim, il a envie de manger. Et juste, il faut se coucher, mais il n'a pas envie de dormir, il a envie de manger et de faire plein de trucs. Donc, il est en pleine forme, il révise sa biologie à 22h30. Maman, tu m'expliques les chloroplastes. Donc, c'est hyper compliqué, là, ce qui se passe. Et en même temps, il doit quand même se lever à 7h10 parce qu'il y a le train à 7h59. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là ? Alors déjà, on se rassure, lui et les parents, ça va passer. Okay. Ça va passer et ça dure 3-4 ans. Et après, c'est long quand même. C'est long, mais en même temps, il faut vraiment se dire qu'il faut tenir cette période-là. Ça va finir par passer. Et 2, c'est normal, c'est physiologique. C'est pas les ados qui sont paresseux. Il y a un décalage de phase qui est physiologique à l'adolescence. Donc, ils vont tendre à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Et pour les enfants qui étaient déjà de nature plutôt couche-tard, lève-tard, eh bien, tard va devenir très, très tard. Comment les aider en gardant des règles. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas les suivre, il y a des choses simples qu'on va mettre en place le soir. Arrêter les écrans tôt, même si eux n'ont pas sommeil après. Donc, qu'ils fassent plutôt des activités calmes qui vont leur permettre de réagir au signal de sommeil quand ils vont l'avoir. Et le lever, il faut être assez proactif sur le lever parce que le problème, c'est que quand le matin, ça traîne, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on se laisse l'opportunité de se dire que c'est pas très grave si on dort pas très bien. Donc, en fait, si je comprends, mais que ce soit ado ou grand, c'est jamais à l'heure de lever qu'il faut négocier, c'est à la rigueur l'heure de coucher. On peut se coucher un peu plus tard ou plus tôt, c'est ça qu'on négocie, mais jamais l'heure de lever. Oui, si. Okay. Exactement. Le lever, il doit vraiment être un marqueur pour nous, pour qu'on enclenche le bon cycle de sécrétion hormonale. Okay. C'est-à-dire qu'il faut se lever. Les ados, moi, je leur conseille de prendre une douche chaude le matin parce que ça va les aider à se réveiller. Ils vont augmenter leur température. Il faut prendre un petit déjeuner. Alors, si on n'a pas très faim, on peut le prendre un petit peu en décalé, mais il faut manger le matin parce que, pareil, ça fait travailler l'estomac. On va sécréter ça les réveille. hormones. Exactement. Okay. Faire sa petite toilette, etc. Donc, tout ce qu'ils vont faire le matin qui vont leur permettre de faire comprendre à leur cerveau que le jour arrive et s'exposer à la lumière du jour. Un ado a besoin de dormir combien d'heures ? Alors, ça va dépendre, mais je dirais qu'on est, pour les ados, entre 9 et 11 heures. On va dire 8 et 11 heures. Entre 8 et 11 heures. Des ados qui ont besoin de moins de 7 heures de sommeil, ça reste quand même rare. Donc, vous voyez, ils sont très souvent quand même en carence de sommeil. Et quand s'ils se réveillent à 7 heures, il faut se coucher vers 22h30, 23h, quoi. Pour les ados qui sont très, très décalés, il faut quand même consulter parce qu'il y a des choses qu'on peut leur proposer avec un accompagnement médical des mesures qu'on va mettre en place. Souvent, on essaye de faire ça pendant les vacances scolaires et donc, on les resynchronise un petit peu, même si on sait que leur rythme naturel va tendre à ce qu'ils finissent par se décaler. Eh bien, les vacances d'après, on en remet un petit coup en se disant, et j'en reviens à ce que je disais au début, que ça va finir par passer. À un moment, naturellement, ils vont retrouver un rythme à peu près compatible avec les horaires sociaux. Comme on ne peut pas encore décaler l'heure à laquelle ils commencent, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent que si les enfants commençaient à 9h
plutôt qu'à 8 heures à l'adolescence, eh bien, on gagnerait. Ils gagnent 1 heure de sommeil en se couchant à la même heure. Voilà. Mais ça, on n'y est pas encore. Mais parce qu'en plus, souvent, les ados, dans les activités extrascolaires, c'est eux qui sont dans les créneaux les plus tard le soir. Oui. Donc, c'est vrai que, par exemple, si tu es en primaire ou en collège, ta piscine, ça va être à 17h30, 18h. Mais les ados, eux, ils commencent à 19h, 19h30, leur cours de basket ou je sais pas quoi. Et en fait, donc, ils rentrent à la maison à 20h30, 21h. Et donc là, en fait, on se retrouve avec Donc, ils mangent tard. Donc, ils ont encore plus envie de se coucher tard. En plus, ils viennent du sport, ils sont chauds, ils ont la fréquence cardiaque qui est hyper augmentée. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand le sommeil est vraiment problématique pour certains ados, nous, on leur conseille de mettre les activités physiques plutôt sur les fins de semaine. Parce qu'au moins, ils ne vont pas se décaler. Mais je sais que ce n'est pas si évident. Parce que si tu es en club, il y a plusieurs entraînements par semaine. Donc, il y en a forcément un le mardi soir ou je ne sais pas quel jour. Par exemple, dans les programmes de sport-études, maintenant, on a les médecins du sommeil et les médecins sportifs, ils essayent d'œuvrer pour que les enfants qui sont en sport-études fassent leur sport plus tôt pour pouvoir garder un bon sommeil. C'est vrai que pour quand même le reste des ados, qui est quand même la grande majorité, c'est pas toujours évident. Ce qu'on peut leur proposer pour les aider quand même, c'est de garder une routine du soir qui va tendre, mais ça vaut pour tous les sportifs, qui va tendre à l'apaisement. C'est-à-dire que le soir, quand on rentre du sport, pareil, on prend une douche plutôt tiède, pas une douche froide, parce qu'une douche froide, notre corps va sécréter va produire de la chaleur, et donc ça va être contre-productif. Une douche plutôt tiède, un repas plutôt léger, plutôt digeste, pardon. Un repas plutôt digeste. On arrête les écrans. Et ça, c'est pas facile parce qu'ils ont fait toute leur journée, ils n'avaient pas droit à leur téléphone. Ils sont allés au sport, ils n'ont pas le droit. Et en fait, on leur explique que là, ils n'auront encore pas le droit. Voilà. Mais il n'y a que comme ça. Et en fait, quand ils comprennent l'intérêt de ça, ils finissent par adhérer. Et en tout cas, le fait de leur dire « tu n'as pas le droit à ton téléphone » ou en tout cas, je mets un contrôle parental et quoi qu'il arrive, à 22h30, t'arrêtes, peut-être qu'il aura fait qu'une demi-heure. Mais c'est toujours mieux que ce qu'on constate dans les études qu'on fait auprès des populations adolescentes. Quand il n'y a pas de contrôle parental, ils sont sur les téléphones jusqu'à 1h du matin. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre tous les décalages de phase, toutes les mesures que vous voulez. La lumière bleue du téléphone, elle empêche de dormir. Et en plus, les ados, ils sont moins sensibles à la fatigue. Donc, si déjà, ils ne sont pas très fatigués, ils s'abreuvent de signaux qui vont contrer la fatigue. Souvent, maintenant, en plus, avec les boissons énergisantes, ils en prennent l'après-midi, c'est très à la mode. Et donc, ça va encore diminuer ce signal de fatigue-là. Tout ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est les aider à ressentir ce signal de fatigue-là pour s'endormir peut-être le plus tôt possible. Pas évident en tant que parent, c'est pas des sujets faciles à discuter avec les enfants de 14-17 ans. C'est pour ça qu'il faut les emmener en consultation parce que ça amène une tierce personne dans cette discussion-là. Un expert qui sait. Voilà. On peut écouter. Exactement. En tout cas, ça va dépassionner ce débat-là. Et il y a des choses... C'est des petits, small change. Donc, c'est des petites améliorations. Ils ne vont pas tout faire bien, mais parfois, simplement, ils vont se coucher une demi-heure plus tôt. Mais une demi-heure sur une semaine, ça fait 3h30 de sommeil en plus. Donc, même une demi-heure, c'est déjà une grande avancée. Des ados, même des adultes qui dorment mal, c'est quoi ? C'est des maladies ou c'est plutôt... Est-ce que c'est un grand problème futur ou est-ce que c'est plutôt des petits problèmes du quotidien qui s'amoncellent ? Il y a un petit peu des deux quand même. C'est-à-dire que le corps a besoin de sommeil. Pendant la nuit, la fréquence cardiaque diminue et nous avons besoin que notre fréquence cardiaque diminue parce que ça va faire aussi diminuer notre pression artérielle et ça va nous permettre de partir de quelque chose de plus bas. Et le fait de garder une fréquence cardiaque, une pression artérielle haute, notamment pendant la nuit et donc toute la journée, en fait, ça va rigidifier les vaisseaux. Et donc ça, c'est directement en lien avec l'artériosclérose et ça va augmenter le risque de faire un accident vasculaire cérébral, de l'hypertension artérielle, un infarctus, etc. Donc, il y a déjà un lien direct quand même avec la qualité avec la qualité du sommeil. Et après, effectivement, il y a tous les liens indirects, notamment l'inflammation. Le fait de ne pas dormir suffisamment, on va entretenir l'inflammation, tout ce qui est les radicaux libres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va favoriser l'augmentation du risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, c'est un peu des deux. La preuve, c'est que on sait que les patients qui ont, par exemple, des problèmes d'apnée du sommeil,
L'apnée du sommeil n'est pas la cause du diabète. Elle n'est pas la cause de l'hypertension. Elle n'est pas la cause des infarctus. En revanche, on constate que quand on traite les patients qui ont des apnées du sommeil, qu'on règle leurs problèmes d'apnée du sommeil, on arrive à diminuer un petit peu leur tension artérielle. On peut gagner parfois 1 point, sachant que quand on met un traitement antihypertenseur, ce qu'on vise souvent, c'est 1 point de tension. Vous voyez, quand on est diabétique et qu'on fait des apnées du sommeil et qu'on traite vos apnées du sommeil, on constate souvent qu'on arrive à mieux équilibrer le diabète, c'est-à-dire que les médicaments marchent mieux, on fait moins d'insulinorésistance. Donc, il y a un lien, voilà, c'est direct et indirect. Ok. En fait, ce qui est compliqué, pour conclure peut-être notre entretien, c'est que finalement, c'est pas grave de pas bien dormir, il faut pas trop se stresser. Mais en même temps, si on dort pas, c'est hyper grave. Non, mais c'est ça qui est compliqué finalement. C'est une balance en fait. Oui, le sommeil est important. Mais ce qui compte, c'est la régularité. C'est-à-dire, c'est votre qualité du sommeil sur le long cours. C'est pas une nuit. Et donc, effectivement, quand on dort mal cette nuit et qu'on se rattrape les nuits suivantes, ce n'est pas grave. En revanche, si vous avez un sommeil qui n'est pas bon de façon chronique, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser dessus, mais il faut consulter. Donc, c'est quand même important. Voilà. Il faut faire... il y a une dichotomie entre l'énergie qu'on devrait mettre pour mieux dormir et le stress que ça devrait nous provoquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Et il faut même parfois travailler très activement dessus parce qu'on va améliorer sa qualité de vie. Hyper intéressant cette dichotomie. Merci beaucoup, Dr Kounchou. On aurait pu continuer à discuter parce que vous êtes une bible et c'est super intéressant. Donc, je rappelle votre compte Instagram, c'est Dr Christelle. Oui, c'est ça. Et on trouve plein d'informations sur le sommeil à tous les âges, de façon désacralisée. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et si vous voulez bien, en lien de votre podcast, je mettrai les sites de référence qui sont faits par les collèges d'enseignants de médecine du sommeil, où les gens peuvent trouver de l'information accessible au grand public. Alors, citons-les. Sur le sommeil, les apnées du sommeil, etc. Avec des ressources de bonne qualité, sourcées et très faciles à comprendre. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Encore merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. Est-ce que vous allez faire plus attention à la façon dont vous dormez sans trop vous stresser? Et surtout, arriverez-vous à toujours vous réveiller à la même heure, car c'est bien l'heure du lever et le lever de suite qui est le plus important pour bien vous resynchroniser. Finalement, on peut peut-être négocier l'heure du coucher, mais pas celle du lever.